Spinalcom. Make any building smart. En petit rappel, voilà, Spinalcom, nous on est éditeur de logiciels, notamment sur le BIM gestion exploitation maintenance que je vais vous présenter aujourd'hui. Notre spécialité est avant tout le data management. On va beaucoup parler d'organisation de la donnée. Donc, pour pouvoir alimenter des applications de qualité, il faut une gestion de la donnée efficace. Et du coup, on a créé un cœur de données qui s'appelle le BOSS de Spinalcore, que je n'ai pas eu le temps de vous présenter aujourd'hui, mais vous allez voir les données que Spinalcore utilise. Et bien sûr, on a aussi un panel de services en accompagnement de notre édition de logiciels, de services de formation, d'aide à la conception de systèmes d'information et d'intégration de systèmes d'information du bâtiment. Donc du coup, j'avais fait un webinaire il y a 3 semaines sur en détail les concepts du BIM gestion exploitation maintenance. Donc en introduction, je voulais vous rappeler quelques fondamentaux. Tout compte fait, la gestion, l'exploitation et la maintenance, c'est une phase très particulière du bâtiment. Déjà, elle est très longue. On a une conception et une construction qui durent 3 ans. On a une gestion, une exploitation et une maintenance qui durent au moins 40 ans. On va voir aussi qu'elle fédère beaucoup plus d'acteurs. Le monde de la gestion, exploitation, maintenance est très diversifié. En conception-construction, nous avons un maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre et des constructeurs. En exploitation-maintenance, c'est beaucoup plus varié. On a le propriétaire, on a l'asset manager, le property manager, le facility manager, donc le responsable des services, les directions immobilières, les différents occupants. Bref, énormément d'acteurs à fédérer autour de la démarche. On a aussi une démarche qui est beaucoup plus, je dirais, qui utilise déjà des systèmes d'information et des applications. Encore une fois, si je fais le parallèle avec la conception et la maintenance, la conception-réalisation, on a des outils spécifiques de modélisation, mais en gestion, exploitation, maintenance, on a déjà des outils support au processus de maintenance, par exemple une GMAO, des outils support à la gestion des espaces, l'IWMS, des gestions documentaires, des ERP, etc., etc. Donc, on a plus d'acteurs, plus de systèmes d'information. Et le point clé aussi de cette phase de gestion, exploitation, maintenance, c'est qu'on a plus de données. Oui, évidemment, le bâtiment, une fois qu'il est construit, est une véritable usine de données, aussi bien des données statiques et descriptives, on va utiliser très largement la maquette numérique, mais aussi tout un paquet de données dynamiques. L'ensemble du bâtiment qui est vivant, qui est exploité, a des données de régulation, a des données de confort, a des données de contrôle d'accès, des données du système incendie, à des données de tout ce qui est mobilier connecté. Par exemple, on pourrait citer des lockers, on pourrait citer aussi tous les équipements médias, la vidéoconférence, les équipements de télé connectés, etc., etc. Donc, on voit que ce monde de gestion, exploitation, maintenance doit être à la portée de plus d'acteurs, doit être connectable à plus de systèmes d'information et à plus de données. Du coup, nous, l'idée derrière, c'était notre réponse à travers nos outils, c'est vraiment de concevoir la gestion, exploitation, maintenance comme une base de données, une plateforme de données, je dirais, ouverte, qui permet d'avoir un certain nombre d'usages. Donc, en faisant le tour des principaux acteurs du bâtiment, on arrive à abstraire à peu près 5 grands niveaux de besoins de la gestion, exploitation, maintenance. Donc, j'ai repris la pyramide de Maslow qui rappelle les besoins. Donc, en 1, on a tous besoin de connaître son bâtiment. Donc, c'est avoir des données descriptives du bâtiment. En 2, ces données, on ne va pas les garder pour soi. On aimerait les mettre au milieu et que les acteurs, les parties prenantes puissent eux aussi accéder à ce savoir. Une fois qu'on a une communauté, je dirais, d'acteurs autour de la donnée, on va pouvoir commencer à interagir, à collaborer autour de ces données en réalisant des processus, de la réservation, des tickets de maintenance, etc. Ce système d'information qu'on va vous proposer aujourd'hui, Spinal Twin, peut bien sûr se connecter demain via des API ouvertes et documentées à l'ensemble du patrimoine déjà existant en termes d'applications et de systèmes d'information. Tout simplement pour ne pas jouer seul. Voilà, on ne croit pas à l'outil qui fait tout. On croit à une galaxie d'outils qui s'interfacent, qui s'échangent des données pour pouvoir réaliser l'ensemble des processus. Et on espère un jour, ensemble, utiliser cette donnée pour corréler, pour prévoir, pour analyser. Donc pour, je dirais, attaquer ce qui est très à la mode en ce moment sur tous les travaux sur l'intelligence artificielle ou le deep learning. Je dirais, avant de vouloir faire de la maintenance prédictive, déjà essayons d'avoir un socle commun partagé de données. On aura déjà fait beaucoup de bien, je dirais, au processus. Donc voilà, ceci dit, aujourd'hui, la démonstration va se concentrer sur les niveaux 1, 2 et 3, je dirais, de la pyramide de besoins. Et aujourd'hui, on va se restreindre à utiliser de la donnée BIM et de la donnée, je dirais, alphanumérique documentaire, de la donnée froide. Et on verra jeudi, on prolonge ce webinaire avec toutes les données dynamiques pour avoir une vision complète.
Je dirais, la première étape, c'est déjà de récupérer les maquettes numériques et de construire ce qu'on appelle un jumeau numérique. Donc là, j'ai récupéré une maquette de nos locaux qui s'appelle le DEI. L'ensemble de ces maquettes, j'ai créé ce jumeau numérique. Ce jumeau numérique, en fait, c'est une base de données et qu'on va venir analyser. Première chose, on va déjà organiser et travailler cette donnée pour demain la partager dans des applications plus simples. Donc, la première application que je vais vous montrer, c'est une application, je dirais, d'administration, ce qu'on appelle le studio, qui permet d'organiser et de préparer la donnée pour les autres acteurs. Encore une fois, hein, tout le monde n'est pas obligé d'accéder à l'ensemble de la donnée. Donc, il faut qu'on ait un administrateur qui vient de gérer. Donc, la première chose, c'est déjà, on peut voir la maquette. Donc, nous, on a attrapé la maquette numérique, on la dissout dans notre base de données pour en faire un jumeau numérique. Et on régénère des données spatiales et qu'on envoie dans un viewer. Et pour ceux du monde du BIM qui connaissent, ils ont reconnu le Viewer Forge d'Autodesk. Donc, on accède au début très simplement à l'ensemble des données, tout simplement BIM. Donc, on va retrouver l'ensemble de l'organisation, si vous préférez, d'une maquette numérique avec, donc là, on va retrouver le classement d'Autodesk Revit qui vient organisé par corps d'état. Donc, on va retrouver les garde-corps, les volets d'escalier, on va retrouver les luminaires, les fenêtres, mais je dirais par famille constructive de données. Or, dans ce monde d'exploitation maintenance, c'est peut-être pas cette organisation-là qu'on va privilégier. Donc, on va d'abord travailler ensemble sur réorganiser la donnée pour que l'ensemble des acteurs puissent s'y retrouver. Donc, la première chose qu'on fait quand on initialise notre plateforme, c'est créer ce qu'on appelle un contexte spatial. Donc, quelque chose qui va décrire bâtiment, étage, pièces et différents les équipements. Donc, une arborescence spatiale. Donc, on a créé sur la top bar un algorithme qui permet de créer automatiquement le contexte spatial. Alors là, je l'ai fait en avance de phase pour ne pas perdre de temps. Mais du coup, on obtient une organisation. Donc, on va retrouver notre bâtiment DEI. Le rez-de-chaussée, le niveau 1. Le rez-de-chaussée est composé d'un certain nombre de pièces qu'on va voir. Donc, cette organisation spatiale, bien sûr, je peux l'utiliser, je peux filtrer. Donc là, par exemple, on va filtrer, on va se mettre sur le rez-de-chaussée. Donc, on a déjà réorganisé une première partie de la maquette. Vous vous souvenez, on est parti d'une maquette native au format Revit qui était organisée en corps d'état et en grande famille d'objets. Donc là, on a commencé, je dirais, à réorganiser spatialement ma maquette numérique. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment enrichir ce jumeau numérique avec d'autres types de données. Donc là, je pars sur les données BIM. Et par exemple, on pourrait, sur ce climatiseur, s'amuser à rajouter de la donnée. Donc, dans ces cas-là, on peut, cliquer sur l'équipement et venir rajouter de la documentation. Donc, la documentation, elle est liée à cet équipement. On peut récupérer la documentation, faire du glisser-déposer sur les équipements. On peut aussi, alors je vais ouvrir un autre document, on peut trouver une URL ou ajouter, ou tout simplement rajouter des attributs qu'on pourrait retrouver à ces différents équipements. Donc, on peut venir comme ça, s'amuser à enrichir, je vais le faire en direct, à rajouter un document, toc, on peut rajouter une file. Donc, soit directement sur la plateforme du Drive ou directement de mon ordinateur. Alors, du coup, évidemment, je ne l'ai pas préparé, donc c'est pas grave. Je vais vous prendre des éléments, prendre une capture d'écran que je viens rajouter à mon équipement. Et demain, je pourrais rajouter l'ensemble de ces éléments-là. Alors voilà, on peut s'amuser à rajouter au fur et à mesure de la documentation sur chacun des équipements. Vous allez me dire, c'est quand même extrêmement fastidieux de faire ça sur des équipements. Donc, on va pouvoir maintenant travailler sur des groupes d'équipements. Donc, sur le côté, encore une fois, j'avais préparé un groupe d'équipements de mes climatiseurs. Donc là, voilà, c'est les Daikin. Et j'ai fait un groupe qui rassemble tous les équipements. Du coup, je vous propose ensemble rajouter un groupe, par exemple, sur les portes. Encore une fois, j'ai une petite application qui me permet de réorganiser et de créer un groupe. Donc, on peut créer des groupes de bâtiments, des groupes de bâtiments, des groupes d'étages, des groupes de zones, des groupes de pièces et des groupes d'équipements. Donc, si je clique sur groupe d'équipements, on va voir qu'on avait déjà vu, on a déjà créé une arborescence des équipements actifs avec Daikin et luminaires. Donc, on pourrait s'amuser à rajouter des équipements passifs. Voilà, bon, passifs. On choisit une petite icône, voilà, équipement passif. Et dans ces équipements passifs, on pourrait s'amuser à rajouter un groupe, par exemple, des portes. Une petite couleur, pour que ce soit visuel. Donc là, je peux créer autant d'organisations que je le souhaite. On n'est pas du tout limité.
c'est simplement une réorganisation de la donnée. Donc, on va voir, on en a vu qu'on a créé une nouvelle arborescence avec des éléments dedans, avec mes portes. Maintenant, on va venir associer dans ces arborescences des objets. Alors, je vais me remettre sur une vue avec l'ensemble des équipements. Donc, on va se remettre sur notre rez-de-chaussée, par exemple. On va cliquer sur une porte. Donc, hop, on a retrouvé dans l'arborescence ces éléments-là. Donc, je peux cliquer, voilà, sélectionner l'ensemble de mes portes, et venir faire un plus. Et je vais rajouter toutes les portes, tous les objets de classe porte que j'ai trouvés. Je pourrais le faire un par un, mais aussi, voilà, donc là, je l'ai fait en une sélection. J'ai choisi une famille d'objets que je suis venu réorganiser. Donc, on a créé, on a créé une autre arborescence qui rassemble toutes les portes. Donc, je vous ai dit, maintenant, on va rajouter en masse de la documentation et je dirais de l'information sur ces portes. Donc, je viens cliquer sur mon groupe de portes et je vais rajouter de la documentation. Donc, on voit bien que les portes appartiennent au groupe passif. Donc, comme la dernière fois, je vais venir attraper un élément. Donc, je vais prendre une capture que je vais trouver. Voilà. Et on vient sauvegarder. Ça veut dire que si on prend une autre porte, alors ce qui est toujours intéressant dans les applications de gestion d'exploitation maintenant, c'est qu'on peut toujours retrouver et localiser, je dirais, à chaque fois les différents éléments. Donc, si je reclique sur ma porte, je vais dans sa documentation, on voit que cette porte, elle appartient à plusieurs groupes. Elle appartient au groupe des objets BIM, c'est normal, hein, c'est un objet BIM, la porte. Elle appartient au groupe du rez-de-chaussée, parce que là, cette porte appartient au rez-de-chaussée. Et on vient de créer un groupe de portes. Évidemment, on retrouve dans les portes. Et dans le groupe de portes, on va venir retrouver la capture d'écran que je venais de mettre. D'accord? Donc, en fait, on vient alimenter, on vient enrichir la maquette numérique, qui est quand même une source incroyable qui est une très bonne description, je dirais, du bâtiment. Mais on vient l'enrichir d'attributs, d'informations ou d'URL. On va de données statiques pour venir faire un environnement commun de données sur mes différents groupes. Ce qui est important, c'est aussi qu'on est venu réorganiser, je dirais, la donnée pour qu'elle soit présentable facilement par des acteurs. Donc là, on a créé des groupes sur des équipements. Bien sûr, on peut faire ça sur des groupes d'espace. Donc, j'ai créé un groupe qui s'appelle Occupation. Comme on est dans une pépinière d'entreprise, on a bien sûr plusieurs entreprises qui travaillent dans ces locaux. Et je suis venu affecter des entreprises à des espaces. Comme ça, je peux visuellement, et puis derrière, je pourrais calculer les espaces et les volumes utilisés par les entreprises. Mais conceptuellement, je suis venu enrichir mon jumeau numérique des données d'affectation. Donc, j'ai créé des groupes et du coup, demain, je pourrais les affecter. Alors, on va le faire ensemble. Imaginons que notre entreprise grandit, on a besoin de ce bureau-là en plus. Je vais venir cliquer sur la pièce et directement ajouter dans la gestion des espaces et des occupations cet espace à Spinalcom. Donc, si je sauvegarde, et du coup, je vais rafraîchir l'occupation. Et voilà. Et du coup, je viens de m'affecter un nouvel espace et derrière, on pourra publier cette information pour d'autres applications et en faire des calculs comme on souhaite. On peut aussi travailler en masse. Maintenant, j'aimerais récupérer les informations de ces différentes pièces. Donc, du coup, les pièces que j'ai cliquées sont les pièces 25 et 26. Donc, je vais pouvoir en masse affecter ces pièces à une entreprise particulière. Donc, je vais cliquer toujours une fois sur Spinalcom ou une autre entreprise, aller sur le gestionnaire des pièces. Et là, on va voir que toutes les pièces qui sont affectées ou non affectées. Et l'intérêt, encore une fois, d'un outil de BIM d'exploitation, c'est que tout est contextualisé. Ça veut dire que tout tableau, toute information qu'on voit à l'écran, si on passe la souris dessus, bien sûr, on voit la localisation. Donc là, vous voyez la pièce numéro 3 qui se met en surbrillance. Donc ça, rapidement, ça permet de spatialiser, je dirais, la donnée et de trouver, je dirais, les bonnes informations rapidement et avec un référentiel partagé. Donc là, si on veut se rajouter la pièce 42, écoutez, je vais me l'affecter. Et on va venir, au fur et à mesure, rajouter et affecter ces informations. Donc, du coup, dans le studio, on vient organiser, on vient préparer la donnée pour pouvoir demain le publier sur des applications plus simples. Aujourd'hui, le studio est plutôt fait pour des administrateurs de données qui ont une vue
globale de l'ensemble de la donnée du bâtiment, mais pas forcément qui permet de rassembler toutes les parties prenantes de manière plus efficace et surtout plus ergonomique. Donc, on va revenir, je dirais, dans notre Drive et on va ouvrir ce jumeau numérique, mais avec des vues beaucoup plus simples. Par exemple, avec l'application de gestion des espaces. Voilà. Donc là, du coup, on va retrouver les mêmes typologies de données. On va retrouver, bien sûr, notre maquette numérique ici, mais on va simplement, dans cette application, accéder à la donnée de manière très simple. Ça veut dire que sur le côté, automatiquement, on peut venir positionner et animer la maquette sans avoir une connaissance ou une habilité à la souris pour utiliser de la 3D. Voilà. Effectivement, quand on est habitué à utiliser du BIM, on navigue facilement dans la 3D, ce qui n'est pas toujours évident dans des grands bâtiments. Donc là, on a créé une arborescence, je dirais, qui s'automatise. On va aller dans la gestion des espaces. Et là, on va retrouver dans la gestion des espaces, donc si je me mets par exemple sur le rez-de-chaussée, donc le rez-de-chaussée est composé d'un certain nombre de pièces. On va retrouver les éléments d'occupation qu'on est venu paramétrer ensemble. Dit autrement, dans le studio, on vient préparer la donnée pour la mettre à disposition d'une application ou d'un acteur. D'accord? Donc là, vous avez une petite application très simple qui permet d'accéder aux différentes statistiques d'occupation des espaces. Et vous voyez bien que dans cette application-là, je n'ai pas des droits ou je n'ai pas d'arborescence plus complexe que ça. C'est simplement, je veux accéder et partager la donnée. Si vous vous souvenez, la pyramide de Maslow, je dirais du besoin GEM, BIM GEM, c'était déjà de connaître son bâtiment, donc c'est connaître l'ensemble des occupations, connaître l'ensemble des éléments, et ensuite après partager ce savoir. Encore une fois, c'est important de partager ce savoir de manière sécurisée, en gestion de droit, de manière très fine, pour être certain que la bonne information arrive à la bonne personne. Et même nous, on va aller plus loin. On veut que la bonne organisation de données aille à la bonne personne. Selon nos métiers, on n'utilise pas la même organisation de données. Donc, il faut qu'on soit capable de remanier cette même donnée, de la présenter de la manière la plus efficace possible aux parties prenantes. Donc, par exemple, si je change d'application et je vais aller sur la gestion des inventaires, on va retrouver encore une fois notre application, mais derrière, on va pouvoir retrouver d'autres types d'informations. Par exemple, que la pièce numéro 2 comprend un certain nombre d'objets. Donc là, effectivement, j'ai pas forcément changé les noms. C'est les noms un peu bruts de la maquette numérique. Encore une fois, on doit pouvoir les changer. Et là, vous voyez, j'arrive à faire un inventaire très rapidement, accéder à cet inventaire ou accéder à des nomenclatures de pièces. Et bien sûr, toutes les données que vous voyez affichées, on est capable de les télécharger encore sous format Excel. Même si je préfère une base de données à Excel, aujourd'hui, c'est encore très pratique d'avoir des exports Excel et de pouvoir travailler, en tout cas exporter l'information. Donc, l'objectif de ces applications, je dirais, spécialisées, c'est d'offrir un accès facile, immédiat, à une organisation de données en pleine gestion de droit et en pleine sécurité. Donc là, on vient de faire, je dirais, les niveaux 1 et 2 de ma pyramide de Maslow. Maintenant, si je vais revenir sur le studio pour essayer de vous montrer des applications, des fonctions plus évoluées. Donc, on va revenir sur notre studio de données. Donc, on retrouve bien sûr nos éléments. Donc maintenant, on a vu qu'on pouvait faire des exports de nomenclature, donc des exports de listes. Ah oui, c'est intéressant parce qu'une base de données, c'est fait pour être requêtée, pour pouvoir compter, pour pouvoir utiliser cette donnée. Donc, on peut, si on souhaite, faire des exports de nomenclature. Donc, on voit que quand je clique sur un groupe d'objets, je peux ouvrir des panels de nomenclature. Donc, on peut faire des nomenclatures sur des catégories, sur des groupes ou des nomenclatures géographiques. Donc, si je prends une nomenclature géographique, ça veut dire qu'on va obtenir une liste de pièces avec en colonne autant d'attributs que je souhaite, que j'aimerais rapatrier pour pouvoir demain travailler, faire des exports, faire des traitements en masse de la donnée. Et encore une fois, ce qui est intéressant, si je vais rétrécir un petit peu ma fenêtre, c'est que l'ensemble des données sont contextualisées. Ça veut dire que quand on passe alors, je vais filtrer un petit peu histoire qu'on voit mieux. Je vais me remettre sur mon rez-de-chaussée qui est le plus parlant. Quand on passe sa souris, je dirais, sur l'ensemble des éléments du tableau, on voit tout de suite comment localiser à quel endroit donc les pièces vont se mettre en surbrillance. Dans ces nomenclatures, je vous ai dit qu'on pouvait, c'est une base de données, donc on peut entièrement venir
travailler, je dirais, travailler les nomenclatures, les exporter, les configurer. Donc là, par exemple, on avait une nomenclature de pièces qui travaillait sur les surfaces et qui avait un certain profil. On a des profils de nomenclature avec, là, j'aimerais rajouter le volume. Il faut que j'active l'edit mode. Voilà, normal. J'active le volume, je sauvegarde. Et du coup, j'ai une nomenclature qui a rajouté des calculs de volume des pièces. Donc là, c'est comme ça qu'on va travailler l'ensemble de la donnée. Donc, bien sûr, la donnée des attributs de la maquette numérique, mais aussi toutes les autres informations que j'aurais bien voulu organiser ou regrouper dans notre base de données. Et pour pouvoir, derrière, exporter, encore une fois, la donnée. Donc, exporter la donnée sous forme, je dirais, manuelle, des exports, imports de fichiers Excel ou de nomenclature. On pourrait aller plus loin. On pourrait aussi, je dirais, exporter la donnée sous forme informatique, donc avec ce qu'on appelle des API. Alors, je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. En fait, chacune de nos données que vous voyez dans le studio, derrière, on a une véritable base de données. Ça veut dire qu'on n'est pas simplement qu'un viewer BIM. Le viewer BIM, c'est ce que je peux vous montrer. Mais derrière, on a bien une base de données qui permet d'organiser toute la donnée. Et comme on a une base de données, derrière, on a connecté ce qu'on appelle un serveur d'API. Donc, du coup, on va aller directement là-dessus. Ça veut dire qu'on a documenté un certain nombre de requêtes que d'autres applications pourraient utiliser. Ce qui veut dire qu'on n'a pas la prétention que nos applications couvrent l'ensemble des processus de gestion, exploitation, maintenance. Mais en tout cas, on est capable d'interconnecter l'ensemble de nos systèmes pour avoir un processus, je dirais, complet. Continuons un peu sur nos actions. Et par exemple, nos dernières actions, on a vu dans le niveau 3 de la pyramide de Maslow du besoin de gestion, exploitation, maintenance, c'était d'interagir avec la donnée. Donc là, on a vu, on connaît le bâtiment, on est capable de le réorganiser, de l'enrichir, de publier la donnée de manière simple. Et maintenant, on va venir travailler avec lui en créant des workflows et en tout cas des actions. Donc, par exemple, sur ce climatiseur que je prends sur le côté, on va être capable de lui créer des tickets, ou même si on clique sur cette pièce-là, on va être capable de lui créer ce qu'on appelle des tâches ou des événements, ce qui veut dire associer des actions à une notion temporelle. Donc là, on a créé une organisation d'events qu'on a appelé des réservations pour des réunions avec un partenaire, par exemple. Donc du coup, je vais mettre réunion avec un partenaire, par exemple, Distech, le 4 novembre. Voilà, donc je vais mettre. Et du coup, on est capable de proposer des actions. Donc là, je vous ai fait des actions de réservation. Donc on va retrouver sur le côté droit mes actions de réservation, mais vous avez bien compris que c'est générique. On peut créer autant de familles, de types d'actions qu'on voulait faire. Donc, on peut faire des réunions, des réservations, mais on peut déplacer, on peut faire de la maintenance. On peut créer autant de verbes d'action, si vous préférez, d'organisation de la donnée. Donc là, bien sûr, on va retrouver derrière les différentes réunions qu'on aurait pu faire. Et encore une fois, on peut contextualiser ces informations. Donc, on peut afficher l'information de réservation sur un fond un fond de maquette numérique. Donc, du coup, c'est, voilà, par exemple, une action de réservation. En tout cas, une action qu'on peut faire sur une pièce ou même sur un équipement. Une autre typologie d'action qu'on a organisée, celle-là, elle est plus typée pour la maintenance. Donc, on peut créer un ticket de maintenance. Donc, quand je vais cliquer sur les tickets de maintenance, donc qu'est-ce que c'est un ticket? C'est que tout compte fait, c'est une action. Donc, c'est exactement les mêmes organisations de données que je vous ai montrées précédemment, mais simplement qu'on est déjà pré-paramétré pour que ça colle aux grands classiques de maintenance. Donc là, on va se retrouver sur le manager, je dirais, des tickets. On voit qu'il y a une demande qui a été faite il y a 14 jours sur le climatiseur ne marchait pas. D'ailleurs, on va ouvrir cette demande. On va essayer de regarder comment elle avait été faite. Donc, on va retrouver l'historique de sa demande. Et on a vu qu'on mettait aussi, on pouvait mettre des commentaires ou des annotations. Alors ça, du coup, ça c'est très pratique. Dans tous nos outils, on peut travailler sur rajouter sur chacun des objets, on peut venir enrichir d'annotations. Donc une annotation, c'est un peu comme sur un téléphone. Ça veut dire que c'est un dialogue. Voilà, on peut exemple d'annotation. Donc en fait, c'est un dialogue qu'on a entre un genre d'historique de ce qui s'est passé sur l'équipement. On peut venir accrocher des pièces jointes, on peut même faire une prise de vue de la maquette. Ça, c'est intéressant parce que
Une prise de vue, ça permet de contextualiser encore une fois l'information. Ou encore mieux, ce qu'on fait exactement comme dans le BCF, dans le monde BIM, on est capable de se souvenir de la localisation de la maquette. Donc la localisation, donc là je vous ai fait une capture d'écran et la localisation, ça veut dire que si quelqu'un d'autre se connecte à la plateforme et puis essaye de retrouver ces notations-là, et ben automatiquement on pourra repositionner. Alors, évidemment, il faut que je reclique sur mon climatiseur. Mais en tout cas, on pourra se repositionner exactement dans le même point de vue. Viewpoint, voilà. Et hop, on repositionne, je dirais, la caméra et la visualisation au bon endroit comme notre acteur. Donc, encore une fois, avoir un ticket de maintenance, c'est bien. Le localiser, rajouter des pièces jointes, c'est encore mieux. Et le localiser et vraiment avoir un dialogue dématérialisé, écoutez, c'est vraiment pour faire gagner du temps. Et puis, une fois que je suis sur ce climatiseur, bien sûr, j'accède à toutes ces données. Donc, je peux de nouveau accéder à ces documentations, accéder à ces familles, ces événements, etc. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter une vision, en ce qu'on appelle holistique, c'est un terme de médecine, mais qui permet d'avoir une vue globale de la donnée qui tourne autour du bâtiment. Ça veut dire qu'on ne va pas siloter la donnée et de maintenance, et d'exploitation, et voilà, toutes les thématiques qu'on peut trouver en gestion, exploitation, maintenance. Nous, on va faire un pot commun, je dirais, de la donnée qu'on va organiser, sur lesquelles on va accorder des droits. Et on va publier cette donnée, soit dans les applications que j'ai pu vous montrer, soit dans d'autres applications qui viendront se connecter à ce cœur de données. D'accord ? Donc, si je reprends un peu nos éléments du webinar, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé sur la connaissance, sur l'accès à la donnée et sur l'interaction qu'on peut avoir avec les différentes données, avec des processus simples. Je vous ai montré aussi notre possibilité de connecter via une API Gateway l'ensemble des éléments. Et on a travaillé cet après-midi sur 2 types de données uniquement, que sont les données BIM et les données de documentation attribuées, donc les données statiques. Et du coup, jeudi, on va voir avec les données dynamiques. D'accord ? Pour vous donner quand même l'envie de revenir, bien sûr, si je clique sur… alors, je vais me remettre sur le rez-de-chaussée, ce sera plus visible. Si je clique sur mon climatiseur, je vous montrerai jeudi que je peux accéder à l'ensemble de ces constantes, à l'ensemble de ces informations dynamiques. En tout cas, c'est ça l'idée. Donc, voilà pour les principales, je dirais, fonctions de démonstration que je voulais vous montrer. Et puis maintenant, je dirais, place aux questions-réponses. J'en ai une. Peut-on avoir une vision globale de tous les tickets ouverts d'un bâtiment ? Bien sûr. Aujourd'hui, donc, on a fait l'exercice en cliquant sur un équipement, mais derrière, ça a créé ce qu'on appelle un contexte, donc une organisation de maintenance de tickets. Donc, on va venir, par exemple, voilà, l'ensemble de mes tickets de maintenance, l'ensemble de mes tickets de climatisation, et voilà l'ensemble donc si on veut regarder l'ensemble de mes tickets de climatisation, alors, du coup, on va s'éloigner un peu, alors j'espère que j'en ai, mais on va pouvoir récupérer l'ensemble des listes des tickets, les récupérer et en faire des nomenclatures. Bien sûr, c'est qu'en fait, une fois qu'on a mis la donnée, nous, derrière, la donnée, elle est liée entre elles et on est capable de retrouver soit un ticket ou soit même une note. Vous avez vu les notes que j'ai accrochées à un équipement. Et les notes, en fait, elles sont toutes organisées. Donc là, elles étaient organisées. On va retrouver chacun des messages, chacune des organisations de données. Ce qui veut dire que la donnée, à chaque fois, on vient, quand on la met à un endroit, on a des algorithmes automatisés qui permettent de faire d'hériter cette donnée à beaucoup d'endroits pour pouvoir la retrouver. Typiquement, je vous ai montré qu'un équipement appartenait… Alors, je vais cliquer sur un équipement. Voilà. Il appartenait à plusieurs groupes. Donc là, on va voir que cet équipement, il appartient aux objets BIM, à la pièce 58 et aux objets de la marque Daikin. Mais derrière, en fait, on peut retrouver l'ensemble des tickets de la pièce 58 ou l'ensemble des tickets d'Alking ou l'ensemble des tickets de mon bâtiment. Encore une fois, nous, la donnée, on crée des liens entre eux. Et du coup, bien sûr qu'on a une vision globale. Alors là, pour le coup, et on peut les exporter et on peut travailler sur ces sujets de tickets. Ensuite, est-il possible d'anticiper lors du rendu DOE la réorganisation de la maquette suivant des paramètres des objets, par exemple ?
La réponse est oui. Aujourd'hui, en fait, un DOE, pour nous, c'est encore trop souvent un classeur, je dirais, un classeur de papier qu'on n'utilise pas. Grâce à la maquette numérique, on va pouvoir transformer le DOE, si vous préférez, en base de données DOE. Donc, on peut, dès à présent, c'est toute la richesse que vous mettez dans le BIM avec des attributs qui permettent de regrouper tout ça. Et bien, ça, c'est tout le travail qu'on ne sera pas obligé de refaire après pour réorganiser la donnée. On va filtrer les objets avec des attributs particuliers et automatiquement créer des groupes. Donc, en fait, tout ce qui est fait dans une démarche BIM est récupérable par la suite. Encore une fois, là, le bâtiment que je vous montre, le bâtiment où on est, c'est un bâtiment qui n'avait pas de maquette numérique. Donc, on est venu créer une petite maquette numérique. Vous avez vu, elle a un niveau de détail assez faible, mais qui aujourd'hui suffit à l'exploitant du bâtiment. Il nous a demandé, je veux localiser les clims, les lumières et les différents capteurs de présence. Et du coup, on a monté simplement une petite maquette là-dessus. Si vous avez une maquette telle que construite, beaucoup plus riche, eh bien, écoutez, tant mieux. On va pouvoir interagir avec l'ensemble des objets et mettre encore plus d'acteurs autour de la table, aussi bien des acteurs de location des espaces que d'exploitation, que de maintenance. D'accord ? Il faut vraiment voir la donnée qui est utile à beaucoup d'acteurs dans le bâtiment. Et aujourd'hui, tout est très siloté. Donc, nous, on essaye de la mettre au milieu. Et ce qui est très important, c'est la capacité à la réorganiser et à la partager. Donc ensuite, la création alors, peut-on gérer un patrimoine, tout un patrimoine à l'échelle d'un territoire? La réponse est oui. Alors, je vais vous montrer une autre plateforme. Comment elle s'appelle? Elle va s'appeler, je vais chercher, on fait ça en direct. Démo. Voilà, donc ça, c'est alors ça va ressembler à ce que je vous montre, mais simplement, on a implémenté dessus une autre fonction. Donc, on va retrouver notre bâtiment. Donc, encore une fois, on a un outil web donc qui est accessible en responsive design, aussi bien sur ordinateur que sur tablette. Donc, on va retrouver notre petit bâtiment, classiquement. Je vais me mettre sur le rez-de-chaussée. On nous avait d'abord posé la question, est-ce qu'on peut être plus fin que le bâtiment? Donc, par exemple, là, si je clique sur ma clim, si j'accède à sa documentation, je peux faire un lien vers le jumeau numérique de la clim. Donc là, avant de faire le territoire, je vous montre qu'on peut zoomer. Ça veut dire que nous, notre base de données gère un assemblage, une poupée gigogne, si vous préférez, de modélisation. Pour vous donner un autre exemple, je vais aller sur la salle des serveurs. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. La salle des serveurs de mémoire, c'est celle-là. Ouais, voilà, c'est la salle des serveurs. Pour la DSI, ils voulaient avoir une modélisation plus fine de cette salle. Eh bien, écoutez, on a découpé la maquette et on a réalisé, une salle de serveurs plus en adéquation avec le besoin. Ce qui veut dire que demain, à l'échelle d'un patrimoine, donc qu'est-ce que c'est un patrimoine? C'est un ensemble de bâtiments, un ensemble de sites. Sur chacun des sites, on a des bâtiments. Sur chacun des bâtiments, on a des étages et des pièces. Sur chacune des pièces, etc., etc. Donc, on peut gérer de manière infinie, je dirais, un assemblage de jumeaux numériques. Techniquement, c'est une base de données qui va être distribuée sur plusieurs nœuds et chacun de ces nœuds va se parler. Donc, bien sûr, on a l'objectif de gérer, du multi-bâtiment. Et du coup, je vais prendre la question juste après. Comment est-ce qu'on gère les maquettes multi-lots? Alors, effectivement, là, dans mes exemples, en un fichier Revit, j'avais l'ensemble de mes lots. Je vais vous remontrer dans le graphe, dans le drive, on a, on distingue entre les fichiers maquettes numériques qui vont nous aider à créer le jumeau numérique. Si j'ouvre ici le Digital Twin Manager, je peux venir, initialiser le jumeau numérique avec autant de maquettes que je veux. Donc là, je viendrai faire du drag and drop de toutes les maquettes, par exemple de mes maquettes de corps d'état technique, de mes réseaux, de mes espaces verts, du quartier, pourquoi pas. Et on va venir consolider ça dans une même base de données. Et encore une fois après, cette base de données, on va pouvoir l'ouvrir via un viewer. Donc encore une fois, le viewer, si j'ai un bâtiment très gros, etc., c'est pas toujours efficace. Donc nous, on propose de découper l'information par niveau et de segmenter pour pouvoir avoir une navigation plus fluide. Mais derrière, c'est exactement la même base de données qui permet de faire des requêtes globales
et de partager, je dirais, l'ensemble des données. La création des groupes porte, par exemple, est limitée à l'usage d'utilisateurs, créateurs ou accessibles enregistrés par l'ensemble des utilisateurs du jumeau numérique. Donc aujourd'hui, effectivement, on a 3 grands groupes d'utilisateurs. On a l'administrateur total qui vient gérer l'ensemble des droits. Ensuite, on a l'utilisateur du studio. L'utilisateur du studio, lui, il a le droit de réorganiser la donnée dans certaines limites. Il a le droit de réorganiser une partie de la donnée pour venir la présenter, pour après venir la publier pour l'utilisateur, je dirais, lambda. Donc, dans les applications aujourd'hui que je vous ai montré beaucoup plus simples, hein, qui était la gestion, notamment la gestion des espaces, que je vais réouvrir là, pour l'occasion. Aujourd'hui, dans ces applications-là, on a simplement un droit de lecture et on est en train de voir avec un certain nombre de clients et partenaires l'ajout de quelques droits de modification pour justement rendre autonome l'utilisateur. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est de rendre autonome les acteurs vis-à-vis de la donnée. Donc là, ils sont autonomes pour accéder à la donnée, pour accéder, je dirais, aux connaissances du bâtiment. Ils ne sont pas encore autonomes pour travailler la donnée. Donc, du coup, c'est des fonctions qu'on va venir rajouter au fur et à mesure. Dans tous les cas, si une fonction, je dirais, est disponible dans le studio, alors ça veut dire qu'elle est disponible sur nos API. Et du coup, les applications que je vous ai montrées ici, voilà, cette fonction-là, en fait, elle se connecte à notre base de données exactement comme une solution tierce. Demain, si vous avez vous aussi vos applications préférées que vous voulez connecter, eh ben, vous allez utiliser les mêmes canaux. Donc, simplement pour vous montrer que on est capable de sortir et de partager la donnée pour l'ensemble de ces éléments-là, quoi. Ce webinaire sera-t-il disponible après cette présentation? La réponse est oui, on enregistre tout et on met ça sur notre chaîne YouTube où aujourd'hui, on a à peu près, je dirais, une 60 heures de présentation et d'échange sur la notion de gestion numérique. Les données peuvent-elles être exportées au format IFC? Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on utilise, vous avez vu qu'on savait lire les fichiers sources, donc notamment aujourd'hui les fichiers leaders qui sont les fichiers Autodesk. Nous, on ne sait pas ouvrir du Autodesk de manière native. Du coup, on utilise ce qu'on appelle un service particulier d'Autodesk qui s'appelle Forge. Ça veut dire qu'on utilise leur transformateur de données. Donc, ils ont un transformateur de données qui permet de digérer 63 formats de CAD et de transformer ça dans un format neutre qui nous convient bien, qui s'appelle un format que personne ne connaît, mais qui s'appelle le SVF, qui permet d'ailleurs d'initialiser notre base de données. Donc, on est capable d'importer des fichiers de toute nature. Maintenant, est-ce qu'on est capable de les exporter? Alors, aujourd'hui, en termes d'export, je peux régénérer, si vous préférez, un format natif en utilisant le transformateur de données dans l'autre sens. Ça veut dire que je vais envoyer à ce transformateur de données un certain nombre d'éléments de ma base de données et je vais choisir le format d'export que je veux utiliser. Donc, attention quand même, aujourd'hui, les transformateurs de données ne sont pas encore tous très au point. Aujourd'hui, on peut récupérer de l'IFC, mais encore une fois, attention, l'IFC, c'est un format qui est descriptif, mais qui est très statique. C'est très difficile de modifier une maquette IFC. Et aujourd'hui, on va ressortir le format natif. Donc, souvent, on nous donne, nous, dans nos projets, un format Revit, des maquettes Revit en entrée. La vie du bâtiment continue, on vient l'enrichir et on vient réexporter, si vous préférez, les maquettes numériques avec l'ensemble des attributs qui ont été mis à jour dans un format Revit. Donc, du coup, à la question, est-ce que c'est possible d'exporter en format IFC? Oui, mais on n'exporte pas toutes les données en format IFC parce que le format IFC n'est pas encore assez riche. Il faut qu'on attende réellement les certifications de l'IFC 4 et puis à venir pour qu'on ait un format beaucoup plus riche. Mais l'idée de pourquoi on sort la donnée de notre base de données, de nos outils, c'est quand vous voulez faire une évolution. Ça veut dire que vous ne m'avez pas posé la question, mais peut-être que je vais l'anticiper. Imaginons que demain, je sais pas, on refait un cloisonnement. Comment ça se passe? Voilà, recloisonner, on recrée une pièce. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas un modeler BIM. Ça veut dire qu'on va utiliser la donnée. Notre base de données, on est capable de modifier tout l'alpha numérique, mais on n'est pas capable de recréer des cloisons et d'être un modeler. Du coup, le processus, c'est qu'on vient ressortir la maquette de notre base de données, vous le modifiez dans votre modeler BIM préféré, et vous venez de faire une montée de version d'une ou des maquettes,
Et dans ces cas-là, ça vient mettre à jour la base de données. L'idée, c'est bien sûr de ne perdre aucun lien, aucun enrichissement de données que vous avez pu faire. D'accord ? Création de vues par pièce ou par bâtiment zone peut se faire de manière automatique. La réponse est oui. Aujourd'hui, dans les maquettes numériques, il y a des attributs, quand c'est bien construit, qui permettent de séparer bâtiment, étage, pièce. D'ailleurs, nous, on a un algorithme automatisé qui permet de faire les vues bâtiment, étage, pièce, équipement. Maintenant, si vous voulez avoir une présentation originale des données avec des plans de coupe ou avec, par exemple, pas tous les objets, eh ben, vous allez créer ce qu'on appelle des scènes à la main. Un cas d'usage très classique, souvent la maquette numérique, elle est trop riche et vous n'avez pas envie de partager, par exemple, la localisation des caméras avec votre mainteneur. Et ben, dans ces cas-là, vous allez créer une scène particulière, vous allez créer un groupe de données où le mainteneur ou celui qui s'occupe, de l'entretien des espaces verts n'aura pas accès à tel et tel type de données. Mais tel et tel type de données, aussi bien c'est des formes de données de base de données que des données graphiques. Donc, on peut sélectionner par type de rôle ce que la personne a le droit de voir et de ne pas voir. Mais encore une fois, c'est bien la même base de données. Donc, Tom qui me dit que le format IFC pourtant assez riche, une solution basée sur Revit ne nous intéresse pas. Alors, du coup, encore une fois, c'est un débat. Nous, on n'est pas dogmatique sur, le format des maquettes numériques. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, le format majoritaire qu'on nous apporte dans les outils pour faire de la gestion d'exploitation maintenance, c'est Revit. Donc, on a automatisé, si vous préférez, un traitement de données avec Revit. L'idée, c'est bien d'avoir un format natif pour pouvoir faire évoluer le bâtiment. Aujourd'hui, des modeleurs IFC, j'en ai pas vu des très efficaces, j'ai surtout vu des viewers IFC. Mais demain, si on veut modifier spatialement, le bâtiment, il faut que vous ayez un modeleur, donc que ce soit du Allplan ou du Trimble. Il faut que vous ayez un modeleur dans le cas des mises à jour, dans le cadre des mises à jour spatiales. L'ensemble des autres mises à jour, des autres mises à jour de données peuvent se faire en interne, comme un système d'information avec la base de données et nos applicatifs qui permettent de maintenir, la donnée dans le temps et de le partager. Écoutez, voilà. Est-ce qu'on a encore d'autres questions ou des points que vous voulez, des points que vous voulez approfondir? Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. On remettra bien sûr le replay et je profite d'avoir l'audience pour vraiment vous encourager à aller voir notre centre de ressources. Donc, sur notre site internet, vous avez ressources et actualités, un chapitre qui s'appelle centre de ressources. Dans ce centre de ressources, nous avons écrit, mais vraiment beaucoup, sur la construction, d'un projet digital basé, la construction d'un projet smart building et sur l'organisation des données. Nous avons vraiment écrit et décrit l'organisation des données, et notamment les chartes BIM pour permettre une intégration plus facile dans nos outils. Pour demain, vous puissiez déployer vous-même nos applications. Donc, des ressources qui sont plutôt tirées pour les AMO, les maîtrises d'œuvre ou les maîtrises d'ouvrage, ou les directions immobilières ou les DSI. Et après, des ressources plus spécialisées pour vraiment mettre en œuvre nos outils. Encore une fois, nous sommes éditeurs de logiciels. Demain, vous pourrez être capable de déployer nos solutions en autonomie et donc, du coup, avoir des ressources intégrateurs et développeurs. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On continue ce webinaire demain à 11h, mais avec, l'aspect encore le plus impressionnant de notre plateforme, c'est l'utilisation des données des dynamiques. Vous souhaitez mener à bien la révolution digitale de vos bâtiments? Contactez-nous pour échanger sur votre projet.